La charrue avant les bœufs, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Boucher. Salut à toutes et salut à tous, La charrue avant les bœufs revient en 2022. Et quoi de mieux pour célébrer les résolutions que de parler de conversion ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, il sera question de la conversion à l'agriculture biologique, de savoir ce que cette transition entre deux modes d'exploitation implique pour l'agriculteur, que ce soit en termes administratifs ou en termes agronomiques, de comprendre quelles motivations peuvent induire un tel changement, ou bien encore de savoir comment ça impacte sa vision du métier. Et pour traiter de ce sujet, nous nous sommes rendus chez Didier Boichon, agriculteur dans l'Isère, qui nous a accueillis pour nous expliquer comment et pourquoi cette conversion. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. Ils abandonneront un peu la monoculture d'aujourd'hui. L'agriculture en Europe, elle est essentiellement industrielle. Pétrole pour labourer, pétrole pour les produits chimiques. Bonjour Édouard. Salut Olivier. Cette semaine, dans La charrue avant les bœufs, on va revenir à une question pragmatique. Qu'est-ce qui se passe quand on veut passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique ? Quelles sont les étapes par lesquelles les agriculteurs doivent passer pour cette conversion et à quel point cela change leur métier et leur vision de l'agriculture ? Et pour traiter ce sujet, nous sommes aujourd'hui chez Didier Boichon. Bonjour. Bonjour. Agriculteur en Isère. C'est bien ça. Et tu es en reconversion en agriculture biologique. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc Didier Boichon, voilà, je suis agriculteur depuis 20 ans sur la commune de Chauzot, dans le nord du département de l'Isère. Donc je suis agriculteur céréalier. Bon, j'ai eu de l'élevage autrefois que j'ai arrêté il y a 4 ans. Et aujourd'hui, donc, je fais que des céréales et en conversion donc, en agriculture biologique depuis mai 2020. C'est récent. C'est tout récent, je suis encore tout neuf. Ouais. On aura tout le temps de revenir sur ton exploitation et les choix que tu as pu faire pour cette transition. Mais avant, on aimerait te demander, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir passer en bio en fait ? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment où tu t'es dit, ça y est, je saute le pas ? Ou est-ce que c'était une réflexion que t'as fait un peu mûrir ? Alors, la première réflexion du passage en bio était il y a une bonne dizaine d'années. À l'époque, donc, j'étais éleveur également à côté. J'avais donc un élevage de lapins qui faisait les 2/3 de mon activité sur l'exploitation et un tiers céréales, quoi. Et donc, ce petit atelier de céréales, j'avais 45 hectares à l'époque, je me posais la question de chercher à le valoriser davantage et donc, pourquoi pas, avec une production en agriculture biologique. Donc, j'ai commencé à réfléchir à ceci et rapidement, je me suis rendu compte que j'allais me heurter à un problème d'emploi du temps parce que donc, j'ai toujours été tout seul sur mon exploitation. Et faire cohabiter les contraintes de l'élevage de lapins et les contraintes de l'agriculture bio, en particulier le désherbage mécanique, me posait beaucoup de problèmes. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il allait falloir déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire que s'occuper des céréales davantage et donc m'occuper moins de l'atelier lapin. Et je rappelle qu'ils faisaient les 2/3 donc, de mes résultats. Donc j'ai pensé que ce n'était pas une bonne stratégie économique et donc j'ai laissé ça de côté. Et bon, quelques années plus tard, j'ai dû arrêter pour des raisons diverses l'activité lapin. J'ai eu l'opportunité de m'agrandir un petit peu en céréales, ce qui m'a permis plus facilement d'arrêter cet atelier lapin. Et donc est ressurgit l'idée de passer en bio puisque j'avais plus que la partie céréales et plus les lapins qui me contraignaient au niveau du travail. Voilà un petit peu la réflexion. Et puis également, j'ai envie de dire, l'enjeu sociétal aussi, je dirais aujourd'hui, où la pression se fait de plus en plus grande au niveau des produits phytosanitaires et essayer de ramener un intérêt écologique, je dirais, davantage à mon métier, quoi. Et du coup, entre ce moment où tu te dis, ça y est, j'ai envie de passer en bio, et le moment où tu le fais vraiment, c'est là où il y a cette réflexion, et d'un coup, il y a les étapes administratives. Voilà. Alors, je me permets de reprendre, Ouais. Je ne me suis pas dit, je passe en bio. Je me suis dit, je vais réfléchir à la possibilité de passer en bio. Je vais commencer à réfléchir. C'était un petit peu ça. Pour moi, c'était la démarche était vraiment celle-ci, puisque, historiquement, j'étais exploitant depuis pratiquement 20 ans.
sur une exploitation que j'ai créée un petit peu. J'avais repris d'un cédant qui était double actif, donc j'ai créé un peu l'exploitation quand même pour en tirer mon revenu. Mais c'était pas une exploitation familiale que tu as repris? C'est pas une exploitation, non, je me suis installé hors cadre familial, un agriculteur qui arrêtait. Et j'ai créé l'élevage de lapins pour être à plein temps sur l'exploitation. Lui était double actif, quoi. Donc cette exploitation est viable, a toujours été viable. Et je ne voulais pas l'hypothéquer, cette exploitation, en partant sur un nouveau projet, donc changer de production, etc. C'était quand même ma crainte. D'autant plus que, je ne me suis pas présenté complètement, mais je suis divorcé, donc mes seuls revenus pour la famille, c'est l'exploitation agricole. Voilà. Donc, d'autant plus important de ne pas hypothéquer les revenus, quoi. Et donc, l'idée, c'était de se dire, je me donne la possibilité de réfléchir à la possibilité de passer en bio, sans avoir d'idée préconçue au départ. Sans se dire, j'y vais, quoi qu'il arrive, j'y vais, quoi. C'était vraiment cette idée-là. Et j'avais trouvé un thème qui me plaisait bien par une formation donc, de la Chambre d'agriculture de l'Isère, qui était exactement transformer son exploitation en bio, en grande culture. Pourquoi pas? Donc ça correspondait bien à ta démarche. Et le pourquoi pas m'a beaucoup plu. Et c'est de se dire, voilà, pourquoi pas? Donc on va se poser... Et le pourquoi pas était aussi de se permettre de se poser toutes les questions. Voilà, vraiment aller dans l'éventail complet, de se dire quels sont les freins, quels sont les avantages de passer ou pas en bio, quoi. Mais initialement, si dans ta tête, il y avait une prise de risque avec le bio, tu dis un changement de projet, donc potentiellement une prise de risque, une hypothèque de la ferme, qu'est-ce qui quand même faisait que cette hypothèse, elle existait? C'est vraiment cet aspect sociétal que tu décris, ou c'était une recherche d'un meilleur prix pour le blé, ou la première motivation? Pourquoi ça t'intéressait, cette hypothèse? Bonne question. Ou c'est de la curiosité? C'est du challenge? Je pense peut-être finalement, parce qu'au final, c'est ce qui m'a le plus porté. Finalement, sortir de sa zone de confort, c'est toujours difficile. Parce que quand on a une exploitation qui roule, on est dans le train-train, j'ai envie de dire c'est presque facile. Ça l'est jamais en fait. Quand on en est sorti, on se rend compte que c'était pas si facile que ça. Mais sortir, oui, de ce train-train et de sa zone de confort, c'est aller vers des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux horizons, ce qui est quand même intéressant. Je pense que le bio m'a aussi attiré par sa dimension technique. Voilà, il y a un challenge technique qui est assez intéressant. Voilà, il y a la pression sociétale aussi qui était permettre de s'affranchir de ça, qui n'était pas négligeable. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'attirait. Et éventuellement, si on pouvait en retirer un intérêt économique, mais c'était surtout de se dire, surtout ne pas perdre. Voilà, puisqu'on n'était quand même pas sur une exploitation qui sortait quand même une fortune non plus. Ça me permettait de vivre, donc c'est déjà beaucoup, mais pas avec une possibilité d'hypothéquer 50% de mon résultat, quoi. Voilà. Donc c'était ça où je voulais que la prise de risque soit quand même assez limitée par rapport à l'économique, quoi. Et tu parlais des craintes à passer en bio. Est-ce que pour les gens qui ne savent pas du tout à quoi ça pourrait ressembler pour un agriculteur de passer en bio, est-ce que tu pourrais développer un peu ces craintes? Les craintes, elles peuvent être de différents ordres. Donc je pense d'abord c'est désapprendre ce qu'on a appris pour réapprendre quelque chose, parce que c'est, je dirais, le mot sera peut-être un peu fort, mais c'est réapprendre un nouveau métier. Je pense que c'est un petit peu ça. C'est travailler totalement différemment de ce qu'on faisait. Donc c'est même encore plus difficile que d'apprendre un nouveau métier. C'est qu'il faut oublier ce qu'on a appris pour pouvoir se mettre dans de nouvelles conditions pour apprendre quelque chose de nouveau, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Quand on a 20 ans de métier à faire toujours la même chose, il faut oublier ça. C'était des choses assez typiques de se dire on ne va pas se mettre de blé avant la Toussaint. Pendant 20 ans, mon objectif, c'était d'avoir fini de semer le blé à la Toussaint. Donc quand tu étais en conventionnel. En conventionnel, voilà. Et ça, rien que ça, c'était prendre son mal à patience et de se dire... Parce qu'en bio, du coup, tu dois semer après la Toussaint, ça. Il faut semer après la Toussaint pour éviter les risques pucerons, en particulier, et maladies viroses sur le blé et l'orge encore plus, quoi. Voilà. Donc, pour éviter ces problèmes-là, on va décaler les dates de semis, quoi. Voilà. Et après, c'est repenser les rotations, c'est repenser l'exploitation de fond en comble, en fait. Et je pense que ça serait une erreur de vouloir dire je veux faire du bio sans changer de système. Voilà.
Moi, j'ai entendu des agriculteurs me dire « j'ai essayé le désherbage mécanique, ça ne marche pas ». Oui, faire du désherbage mécanique, si c'est uniquement passer la RC tri à la place de passer le pulvé avec un herbicide, Ça suffit. forcément, ça ne marche pas. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut revoir le désherbage mécanique dans la globalité et en commençant par la rotation. C'est-à-dire l'alternance des cultures, culture d'été, culture d'automne, allonger les rotations, éventuellement des périodes de passage en herbe pour pouvoir atténuer la pression des adventices, et ce qui permettra d'arriver à quelque chose. Mais uniquement substituer un désherbage chimique par une RC tri, c'est aller tout droit dans le mur. Ça ne marchera pas, ou pas longtemps. Ou alors sur des systèmes différents, mais en céréales pures, pour moi, je pense que c'est aller tout droit dans le mur. Ouais. Donc des craintes plutôt agronomiques finalement. Des craintes, oui, beaucoup de craintes agronomiques, puisque Est-ce que c'est changer de système, voilà, c'est ça. Et puis, s'il y a des craintes agronomiques, on aura des craintes économiques parce qu'on n'aura pas le résultat derrière. Bon, il faut savoir qu'en bio, en règle générale, c'est diviser les rendements par 2 en céréales, en culture d'automne. Blé, orge, on divise par 2 le rendement. Donc, il faut trouver derrière une parade pour vendre plus cher. Donc, en principe, en bio, jusqu'à présent, la revalorisation est là. Maintenant, il faut pouvoir maîtriser après tout ce qui est adventice et l'azote également pour pouvoir obtenir le rendement de 50% tout de même, parce qu'on peut être au-dessous aussi. Le risque existe aussi. Et c'était surtout la crainte de partir dans quelque chose de nouveau, donc l'inconnu, et de se dire, est-ce que je vais savoir maîtriser le bio comme je maîtrise le conventionnel ? Je pensais à peu près maîtriser le conventionnel, avec ce que j'en connaissais et toutes les aides extérieures que j'avais, quoi. Du coup, il y a un joli paradoxe pour toi à l'intérieur, c'est qu'à la fois, tu dis il y a une gestion du risque, est-ce que je vais m'en sortir ? Et en même temps, ce qui m'a plu, c'est de me mettre dans l'inconnu et d'avoir à gérer un challenge technique. Oui, je pense qu'à un moment donné, quand on est entrepreneur, parce que je vais me dire qu'un agriculteur est aussi d'abord un entrepreneur, un paysan entrepreneur, c'est faire des nouvelles choses de temps en temps, et c'est bien de pouvoir sortir de sa zone de confort pour aller voir des nouvelles choses, et puis se renouveler, se régénérer, j'ai presque envie de dire. Quand on part sur un nouveau projet, c'est un petit peu ça, quoi. On se rajeunit, quoi, et on se sent pousser un peu des ailes de temps en temps. Ça fait du bien. J'avais ce parallèle d'agriculteurs qui ont leur fils avec eux, qui arrive derrière, qui est tout jeune, bouillonnant, et qui disent « Oh, moi je freine des 4 pieds et lui il pousse ». Et je trouve que, j'ai envie de dire, moi tout seul, en m'étant sorti de ma zone de confort, je me suis poussé tout seul, quoi. Et c'est agréable aussi de pouvoir avancer et de sortir de sa zone où on est dans la routine, quoi. Voilà. On va revenir sur les 2 facteurs limitants. Je mets des guillemets avec les mains, mais on ne l'entend pas. Ouais. C'est pas très radiophonique. Mais qui sont justement la gestion de l'azote et la gestion des adventices en agriculture biologique. Mais avant ça, je te propose de plutôt parler de l'administratif. Parce qu'il faut se rendre compte que voilà, une conversion à l'agriculture biologique, ça peut être très lourd administrativement. Donc concrètement, c'est quoi les étapes ? Ça commence par quoi ? À partir de quand tu es officiellement en conversion ? Alors, quand on a pris sa décision, donc on reviendra si vous voulez sur ma prise de décision réelle après. Ou tout de suite, oui. Bon, parce que moi la prise de décision a été un peu étrange pour moi. Ma grosse crainte c'était économique, comme on en parlait. Et en fait, la formation donc avec la Chambre d'agriculture m'a amené à réfléchir sur qu'est-ce qui était l'intérêt de mon métier. Quel intérêt j'avais dans ce métier de paysan. Et en fait, je me suis rendu compte que au-delà de gagner ma vie, qui n'était pas un objectif, mais qui est quand même utile dans la vie, c'était l'intérêt technique du métier. Donc, chercher à faire les choses bien, le mieux possible, l'optimum de rendement, et avoir des champs propres, se faire plaisir à travailler, travailler ses champs, voilà, au plaisir du métier de paysan et de céréalier, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte si j'allais dans le bio, et j'allais passer une étape encore supplémentaire dans cet intérêt technique de travail du sol, d'aller, ce que je disais en aparté, c'était de l'agronomie à portée de main de paysans, c'est-à-dire aller gratter le sol, regarder ce qu'on fait dans le sol, et non plus de l'agronomie d'ingénieur, mais de l'agronomie de paysans, et vraiment ramener ceci sous mes pieds, quoi.
et rapporter un challenge en même temps et un intérêt vraiment de travail du sol, le plaisir de travailler le sol. Je faisais un petit peu ce parallèle en disant quand on désherbe avec un pulvérisateur, surtout on ne va pas voir derrière, parce que c'est interdit d'aller voir derrière. Il ne faut surtout pas marcher dans une parcelle traitée. Alors que quand on passe avec une RC-Tri, il faut absolument aller voir derrière pour voir ce qu'on fait. Et on regarde réellement le travail qu'on fait immédiatement. Et ça, c'est une satisfaction vraiment, vraiment belle, quoi. Voilà. Donc c'était un retour à l'agronomie. Retour à l'agronomie, une nouvelle vision agronomique du métier. Voilà. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, oui, je pars dans le bio, ayant levé mes craintes économiques aussi, où j'ai vu que j'allais pouvoir maintenir, on va dire, mon revenu, voire peut-être le développer, mais ça, l'avenir nous le dira, suivant l'évolution des marchés du bio. Et voilà, donc une fois que j'ai eu ce paramètre économique et ce nouveau paramètre technique qui m'a apparu vraiment comme une étincelle, j'ai dit banco, on y va. Quoi. Et du coup, concrètement, à ce moment-là, il se passe quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc à ce moment-là, on trouve des partenaires pour s'aider, si possible. Donc moi, c'était la Chambre d'agriculture et l'Adabio également, l'Adabio Isère, qui m'ont épaulé dans ces démarches-là. Donc la première démarche à faire, c'est de trouver un organisme certificateur qui va certifier notre exploitation. Et ensuite, on va s'enregistrer à l'agence bio pour signaler qu'on passe à l'agriculture biologique à compter de telle date. Moi, ça a été donc le 5 mai 2020. Voilà. D'accord. Et l'organisme certificateur, il faut un contrôle à la ferme ? Ils viennent sur place ? Oui, il y a un contrôle. Alors là, on était en pleine période de confinement. C'est pas très télécontrôle. C'est pas très moderne aujourd'hui de parler de confinement, mais voilà, on était en plein confinement, donc le contrôle a été un petit peu décalé, mais il y a eu le contrôle sur l'exploitation pour contrôler tout ce qui s'était passé depuis le 5 mai. Voilà. C'est-à-dire qu'à compter du 5 mai, il faut que toutes les pratiques soient conformes au cahier des charges de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, plus de produits... Local phyto. Si, toujours un local phyto, mais avec des produits bio. Avec du cuivre. Ouais, du cuivre. Voilà, bon, il n'y a plus rien dedans d'ailleurs, mais voilà, il faut quand même l'avoir. Mais plus de produits de synthèse, donc aussi bien au niveau produits de traitement des plantes que d'engrais, quoi. Voilà. Donc c'est principalement ça. Des semences, tout ce qui est semé après le 5 mai, qui soient des semences certifiées bio. Oui, alors pour expliquer aux gens, en fait, des fois, il y a des semences qui sont dites traitées, où on fait un enrobage de semences avec certains produits pour lutter contre certaines maladies ou certains insectes plus tard dans le développement de la plante. Là, en bio, il n'y en a plus. Il y a peu de traitement. On peut avoir un enrobage. Un traitement au vinaigre éventuellement, oui. Pour éviter certaines maladies du blé. Mais plus la maladie sur le grain, pas la maladie de la plante, quoi. Oui. Voilà. C'est pour éviter j'ai mangé le nom du seigle. L'ergot du seigle. Voilà, merci. Excusez-moi, sur pour éviter l'ergot du seigle. Voilà. Vaut mieux manger le mot que l'ergot. Que l'ergot, tout à fait. Merci. Mais au-delà de le fait que le grain ne soit pas traité, il faut que le grain soit issu d'un producteur qui est certifié en agriculture biologique. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une céréale conventionnelle non traitée. Voilà, il faut une céréale bio non traitée, voilà, pour semer. Et du coup, même en conversion. Tu dois absolument savoir tout ce que tu fais, toutes tes pratiques pour ce contrôle. Et en fait, tu vas conduire toutes tes cultures comme un agriculteur bio. Mais tes cultures, ce que tu produis, le rendement, la production, c'est pas encore du bio. Et non. Est-ce que tu peux expliquer ça ? Alors, le rendement sera en bio, mais pas la vente. Oui, parce que la période de conversion dure, on dit généralement 3 ans, c'est à peu près autour de 3 ans en céréales. Sur des cultures pérennes, ça va être plus long, sur d'autres cultures, peut-être un peu moins. Là, je n'ai pas tout le tableau en tête. On va rester sur les céréales qui me concernent. Donc, c'est en général 3 ans. Donc, ce qui compte, c'est la date à laquelle on a attaqué la conversion. Donc, il faut, à partir de cette date-là, comme je disais, que toutes les pratiques soient correspondantes au cahier des charges bio. Et par contre, pour ce qui me concerne, moi, mes premières céréales bio seront vendues à la récolte 2023. Tes premiers grains produits valorisés en bio. Valorisés en bio, mes premiers grains de blé, de céréales, seront en 2023. Pour les cultures d'été, on redescendra sur l'automne 2022. Voilà.
où les premiers maïs seront certifiés bio. Entre-temps, on est en conversion bio. Donc, on appelle ça du C1, du C2, voilà. Donc, le C1, il est travaillé en bio, mais il part en conventionnel. Donc, c'est-à-dire le prix est en conventionnel. Le prix est en conventionnel, et puis ça part dans le tas du conventionnel. Quand on est en C2, la céréale est mise séparément, donc elle est séparée. Et à ce moment-là, il y a un petit surplus qui n'est pas énorme. On est très loin du prix du bio, mais il y a un petit surplus parce que ces céréales, ces cultures peuvent être valorisées sur l'alimentation animale du bio en condition de quelques pourcentages, etc. Et certaines cultures peuvent être valorisées en C2 du moment qu'elles ne sont pas transformées. Donc ça serait plus sur un fruit, par exemple. Une pomme C2 peut être commercialisée en C2, voilà, parce qu'elle n'est pas transformée. Une compote de pommes ne pourra pas être valorisée en C2. Voilà. Donc le blé, il est C2. Si j'en fais de la farine, je pourrais dire que c'est une farine C2, il faudra l'expliquer. Par contre, si je fais du pain, il est transformé, il y a d'autres éléments qui viennent à l'intérieur. Le pain ne pourra jamais être il peut pas être C2. Il est soit conventionnel, soit bio. Voilà, parce qu'il y a un mélange de plusieurs ingrédients. Et cette petite période où finalement tu as des rendements du bio avec des prix du conventionnel, est-ce que ça veut dire qu'une ferme, elle doit avoir de la trésorerie pour supporter ça? Ou est-ce qu'il y a une aide ou... Oui, alors c'est la grosse période compliquée, puisqu'on va avoir 2-3 ans où en fait les rendements ils vont être dès la deuxième année divisés par 2 sur les céréales. Bon, sur un maïs non, mais sur une céréale on sera divisé par 2. Et le prix, il sera simplement de 10-20% supplémentaires. Donc ça fait absolument pas le tour, quoi. Donc là, il y a les aides à la conversion bio, donc qui sont différentes suivant les régions. Donc là, ça aide les 40 premiers hectares qui permettent de compenser une partie de cette perte-là. Voilà, ça reste toujours la période compliquée du passage en bio, c'est vraiment la période à étudier. Et donc l'aide à la conversion, tu fais la demande comment concrètement? Est-ce que tu passes encore par l'agence bio? Non, ces aides sont faites au niveau de la DDT. Voilà. Donc j'ai un dossier à faire supplémentaire, il me semble, si je ne sais pas DBT, la direction départementale des territoires, voilà. Anciennement la DDA. Oui. Voilà, donc on fait cette demande ici. Il y a également une demande qui peut se faire au niveau de la prise en charge de la certification, donc ce qu'on doit payer annuellement à l'organisme certificateur, donc il peut être pris en charge pendant 5 ans. Donc c'est une demande qui doit impérativement être faite avant le passage en bio. Je précise bien pour ceux qui voudraient passer en bio. Il faut impérativement faire après. Avant, si c'est fait après, on ne peut plus. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc ensuite, ça revient dans le dossier PAC au niveau de l'aide à la conversion bio, parce qu'on déclare dans le dossier PAC les surfaces qui sont en bio et donc en conversion bio, et les aides reviennent par les aides PAC. Voilà. Et ça a été suffisant économiquement pour ton exploitation de compenser cette perte de rendement avec des prix conventionnels? Comme je disais tout à l'heure, je suis encore tout neuf en bio. Je suis un tout jeune. Ouais, je suis au moins jeune une fois encore. Dans les prévisions que tu fais. Voilà, on va tirer le bilan 2021 qui est encore pas terminé, quoi. Donc on verra ce que donne. Bon, 2020, il n'y a pas eu de souci, quoi. Parce que les rendements étaient encore relativement corrects. C'était la première année de conversion. 2021, donc là, on est sur des rendements davantage réduits. Donc on fera le bilan. Je pense que oui, on devrait y arriver à peu près à quelque chose près. Bon, après, voilà, c'était prévu dans les objectifs. Donc on verra si on y est ou pas, quoi. Et ensuite, après 2022, donc j'ai une partie des cultures, les cultures d'été, donc ce qu'on appelle culture d'été, ce qui est semé au printemps, donc maïs, tournesol, un petit peu de soja chez moi. Eux seront en bio, donc permettront de récupérer un petit peu de valorisation, ce qui ne sera pas le cas sur les céréales, où on attendra 2023 pour avoir la totalité en bio, quoi. Voilà. C'est un peu la période de conversion qui est la période un peu compliquée, quoi. Et cette démarche administrative, tu l'as trouvée lourde ou pas? C'est une question que j'ai envie de poser. Est-ce que c'est des gros dossiers où on toujours trop rien, pour un paysan. Non, c'est pas tout de même un gros dossier. C'est surtout au début où on ne sait pas où s'adresser, quoi. Voilà. Donc c'est bien d'être épaulé. Voilà, la Chambre d'agriculture, la DABIO m'a épaulé pour me dire tu fais telle démarche à tel moment, etc. La formation a aidé également pour ça, parce qu'on avait déjà pu en parler de quelle démarche il fallait faire à quel moment.
Les techniciens ont été là également pour conseiller et dire oh, tiens, n'oublie pas ça à telle date. Donc c'était bien de se sentir soutenu parce que c'est des démarches qu'on ne connaît pas, quoi, qui sont nouvelles, qui sont totalement inconnues. Donc il faut se les approprier. Après, il n'y avait pas de gros dossiers à remplir, là-dessus. Après, c'est plus sur les aides à l'équipement, parce qu'on y viendra peut-être, mais bon, on peut. Souvent, ça nécessite aussi des investissements en matériel pour le désherbage mécanique et autres. Et là, il y a des aides sur le matériel. Donc là où il y a des dossiers un peu plus compliqués à déposer, mais bon, comme toute demande d'aide, comme pour les demandes d'aide bâtiment ou choses comme ça, c'est à peu près les mêmes styles de dossiers. Donc à chaque fois, c'est des dossiers lourds, mais qui ne sont pas négligeables à faire, quoi. Ça peut valoir le coup. Allons-y gaiement. Didier, tu parles de l'équipement concrètement. Voilà, tu approches petit à petit du stade de l'agriculteur bio parfait qui a réussi toute sa conversion. Qu'est-ce qui change dans ton exploitation ? On t'a dit que tu devais repenser tout un système. Là, tu parles de l'équipement. En gros, c'est quoi tous les facteurs que tu as dû repenser ? Est-ce que tu as changé des cultures ? C'est quoi tes nouvelles machines ? Voilà, qu'est-ce qui fait que t'es plus un conventionnel, t'es un bio ? C'est quoi sur la ferme ? Je ne sais pas si je le suis, mais on essaye. C'est un vaste dossier. Il y a beaucoup de choses qui changent, comme on disait. Donc au niveau agronomique, voilà, les gros changements, c'est on va changer les rotations, allonger la rotation. Pourquoi c'est quoi le but ? Donc le but, c'est de diversifier les cultures pour éviter les pressions adventices. Voilà. D'accord. Donc déjà, la monoculture en bio, c'est interdit. Bon, moi, j'en avais pas sur mon exploitation parce que j'ai pas d'irrigation. Donc je tourne avec déjà pas mal de cultures d'automne quand même. Donc je n'avais pas de monoculture, mais la monoculture, par essence, c'est interdit en bio. On peut faire uniquement 2 cultures identiques 2 années de suite. Voilà, donc maïs, après, il faut forcément mettre autre chose derrière. Ou blé, si on veut, ça va être plus compliqué encore en bio. Après, la réglementation impose de mettre une autre culture. Donc déjà, voilà. Bon, chez moi, ce n'était pas le cas. L'intérêt d'augmenter la rotation, c'est qu'on va alterner davantage les cultures été-automne. Différentes cultures qui vont avoir des intérêts agronomiques différents et qui vont pouvoir réduire l'impact des adventices. Plus on va changer les cultures, plus on va réduire. Et puis, de temps en temps, devoir passer sur une prairie. Alors chez moi, la prairie, c'est de la luzerne, avec un accord avec un agriculteur qui m'achète une partie de la luzerne. Et il y a une partie de la luzerne qui va rester sur le champ, qui est broyée, pour amender les sols, mais surtout pour faire baisser la pression des adventices par ce passage de 2-3 années en prairie temporaire. Voilà. Donc c'est cette réflexion-là. Alors il y a une réflexion qui est double. Il y a la réflexion de la rotation pendant la conversion et la rotation une fois passée en bio. Voilà. Puisque certaines cultures peuvent être intéressées en bio, n'ont aucun intérêt en conversion. Tel par exemple le colza. Faire un colza en C2, il n'a pratiquement pas de valorisation en C2. Et on va se prendre toutes les difficultés énormes par rapport aux insectes, etc. sur le colza. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, quand tu dis pas de valorisation, c'est qu'il n'y a pas le prix du bio. Mais par contre, tu as toutes les contraintes agronomiques de gestion du colza en bio. Voilà. Donc, un colza bio, il est à peu près à... Bon, pas cette année, vu les cours des colzas cette année. Mais si on parle d'il y a 2 ans, le colza bio était à 3 fois le prix du colza. Donc, il peut avoir un intérêt. Mais si on ne le valorise pas, il va être compliqué. Donc moi j'ai supprimé le colza pendant ma période de conversion. J'y reviendrai une fois en bio, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donc pendant cette conversion, on essaie de s'adapter au mieux pour faire comme on peut. Et ensuite, voilà, c'est allonger les rotations. Donc c'est faire des rotations différentes un peu suivant les sols. Pour essayer d'optimiser les choses tout en restant agronomiquement raisonnable. Et allonger les cultures, donc peut-être rajouter des cultures style pois chiches, lentilles, donc des cultures qui vont ramener un petit peu d'azote à nos parcelles. Qui sont des légumineuses. Voilà, merci, des légumineuses. Donc ils auront cet intérêt-là. Du soja aussi que je ne faisais pas en conventionnel parce qu'en irriguant pas, c'était trop risqué. En bio, le risque est toujours présent, mais vu qu'on a une revalorisation supplémentaire, ça peut se tenter. Le risque, ouais. Et puis surtout, on ne va pas amener d'azote sur un soja.
Donc, c'est déjà une belle économie qui va se faire en bio, vu le prix de l'azote bio, quoi. T'as besoin de l'inoculer ou pas, le soja? Bonne question, je ne sais pas. Je pense que oui. Que oui, on doit pouvoir l'inoculer en bio. Voilà. J'en ai encore pas semé, donc je me suis encore pas posé cette question-là. Chaque chose en son temps. C'est compliqué techniquement de se lancer, par exemple, dans la culture de la lentille et du pois chiche, qui sont quand même... en termes de gestion, ça n'a rien à voir avec les cultures que tu as habituellement. Est-ce que c'est compliqué de se mettre là-dedans? Oui, quand on est agriculteur, on est un petit peu habitué à se lancer dans de nouvelles cultures. Voilà, on fait des cultures historiques. Après, on a eu semé du millet, on a eu semé du chanvre. Voilà, on a fait un petit peu des années de temps en temps, une année ci, une année ça. Voilà, on a eu fait différentes choses. Bon, ça reste une culture. Je n'ai pas étudié encore tout le truc. Je crois que le pois chiche, oui, est assez compliqué. Apparemment, la lentille resterait un peu plus simple. Bon. Peut-être que les producteurs vont grasser des dents. Mais voilà, j'ai tout à apprendre. Je ne connais pas après. Bon, quand on est agriculteur, je pense qu'on devrait arriver à cultiver ces plantes-là quand même. On va apprendre, bien sûr. On ne sera pas performant dès la première année, mais ce n'est pas quelque chose qui pose trop de problèmes à tous les paysans, parfois, de vouloir se lancer dans une nouvelle culture quand on fait déjà des cultures, quoi. Ouais. Donc là, on a parlé un peu des adventices et je vais rebondir sur le deuxième facteur limitant qui est l'azote. Parce qu'on dit souvent en bio qu'on ne nourrit pas la plante, mais on nourrit le sol qui va nourrir la plante. Pour expliquer ça, c'est qu'en conventionnel, on utilise quelque chose qui s'appelle l'azote minéral, qui est une forme d'azote qui est tout de suite disponible pour la plante. Quand on est en bio, on doit amender avec de l'azote organique. Et là, elle doit passer par la vie du sol, entre guillemets, en montrant un petit passe sanitaire. Et là, le sol lui dit, c'est bon, tu rentres dans la plante ou pas? Donc, comment on fait pour ramener de l'azote dans les systèmes en bio, vu que est-ce que ça faisait partie de tes craintes? Et surtout, il faut préciser que cet azote organique coûte beaucoup plus cher que l'azote minéral. Bien sûr. Oui. Elle coûte plus cher au départ, elle coûte plus cher à mettre en œuvre. C'est qu'il est beaucoup plus onéreux d'épandre un fumier ou un quelconque engrais organique que d'épandre de l'ammonitrate, quoi. Où on passe un grain de largeur, c'est beaucoup plus efficace, quoi. Donc oui, les risques sont multiples. Et effectivement, la photo est bonne de dire qu'on va nourrir le sol plutôt que de nourrir la plante. Effectivement, quand on est en conventionnel, on va mettre l'engrais qu'on a besoin pour nourrir la plante à l'instant T et l'année N. Sur le bio, on va plutôt réfléchir sur une rotation complète. Donc c'est quasiment sur la rotation qu'on va réfléchir les apports d'engrais. Et on va réfléchir sur le plus long terme, d'où l'intérêt d'amplifier des cultures intermédiaires. Donc SIPAN ou pas, cultures intermédiaires qui vont pas rester tout l'hiver, ou entre deux cultures, ou voire en couvert de culture, sous couvert. Donc là, c'est l'idée, moi, c'est les trèfles, de semer sous couvert de céréales pour avoir un trèfle qui va se développer à la fin de la culture de notre céréale, pour conserver ce trèfle durant l'été. Le trèfle est une plante donc, qui va capter l'azote de l'air. Encore une légumineuse. Voilà, merci. C'est la spécificité des légumineuses, enfin un petit point. Ouais. L'irrigation, donc il y a une symbiose avec une bactérie, une nitrobactère si je ne me trompe pas. Olivier, ouais. Tu confirmes? Dans les racines. Dans les racines, et ça fait des petites boules. D'ailleurs, si vous êtes chez vous et que vous voyez les trèfles soulever les racines, vous allez voir des petites boules qui s'appellent des nodosités. Et ce complexe symbiotique permet de fixer l'azote de l'air. Donc, de l'azote gratos. Voilà pourquoi Didier met des légumineuses partout, c'est pour aller chercher de l'azote. Donc là, tu utilises un trèfle que tu sèmes sous le blé, c'est-à-dire qu'il pousse en même temps, dans l'idée qu'il reste sur la parcelle une fois que tu as récolté le blé, c'est ça? Voilà, donc on sème le blé, on va dire, à l'automne, au mois de novembre, et on va venir semer ces trèfles sortis d'hiver, donc mars-avril à peu près, quoi, de manière à ce qu'ils commencent à s'implanter tant qu'il entend un petit peu de lumière, avant que le blé couvre complètement. Et lorsqu'on moissonne, au mois de juin, juillet, le trèfle est juste dessous et il va profiter de la lumière une fois qu'on a moissonné pour venir pousser et récupérer cet azote de l'air. Et ensuite, on va le détruire soit à l'automne pour implanter une nouvelle céréale, donc un orge derrière un blé par exemple, ou alors le conserver tout l'hiver pour le détruire uniquement au printemps pour venir implanter une culture d'été, donc style maïs, quoi.
Voilà. Mais quand tu dis détruire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vas détruire la culture, notamment par un labour, par exemple, mais toute la production de la culture, la biomasse, tu la sors pas de la parcelle, ça reste dans le sol, dans la parcelle, et donc c'est là, ça va se dégrader et apporter cet azote. C'est pas comme les autres cultures où tu exportes, c'est-à-dire que tu sors de la parcelle la matière végétale. Voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent de culture intermédiaire et non pas de culture, quoi. Culture intermédiaire, donc, et un couvert végétal. Plante de service, couverts végétaux. Voilà. Donc le but, c'est surtout de pas exporter cette matière organique. Donc la tige, même si l'azote est quand même aussi dans le sol avec les nodosités, on a quand même les parcelles aériennes, enfin la partie aérienne, qui est quand même riche en azote et en matière organique, donc il est intéressant de faire des composés dans le sol. Pour ceci, après différents systèmes, soit on va broyer si c'est assez haut, ou alors le détruire directement avec un outil mécanique, ou alors, moi j'ai opté depuis l'année passée à faire des destructions par mouton. Voilà, c'était simplement par un troupeau de moutons. Donc qui est pas à toi. Qui n'est pas à moi. Donc c'est un accord avec un autre éleveur qui fait de la transhumance, qui n'est pas très loin de chez moi, et qui amène ses moutons pour l'hiver et qui vient faire pâturer ses moutons sur la parcelle. Donc on a des photos, vous pouvez retrouver sur le site de l'exploitation d'ailleurs, et des moutons. On mettra en description. Voilà, les moutons qui pâturent le blé, l'orge et les couverts végétaux. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que ces moutons... Ça repousse après. Voilà, les moutons sont nourris par ces couverts et ces cultures. Et moi, ça me permet de détruire mes couverts, j'ai envie de dire gratuitement, parce que je n'ai pas à me prendre mon tracteur et mon GNR, le carburant en l'occurrence. Donc, c'est gagnant-gagnant. Voilà, pour tout le monde. Et donc, on a fait également des essais sur le pâturage des céréales, donc de l'orge et du blé, qui a été pâturé au mois de janvier-février, voilà, de manière à manger la partie aérienne existante, et la céréale repousse, en fait, puisque tant qu'elle n'est pas arrachée, elle repousse, et elle repousse en général que plus belle, parce qu'on a éliminé la partie de feuillage qui est un petit peu abîmée par l'hiver, et donc on repart un peu plus joli. Et ce que les moutons ont mangé, ils l'ont restitué par leur crotte. Voilà. Alors là, pour les gens qui nous écoutent, on est chez Didier, qui est un agriculteur un peu fou. Vous n'allez pas retrouver ça dans beaucoup de parcelles aujourd'hui, des moutons qui vont brouter la culture. Mais voilà, c'est tout l'intérêt, c'est que toi, tu as des retours extrêmement positifs et des bonnes surprises avec ça. Ouais, alors c'est encore tout neuf, parce que c'est la deuxième année qu'on va le mettre en œuvre seulement chez moi. Alors c'est des pratiques qui se faisaient beaucoup autrefois. Les gens avaient des animaux chez eux, ils profitaient de l'hiver pour faire pâturer leurs céréales qui repartaient ensuite. Et moi j'ai découvert ceci dans l'actualité en visitant une exploitation donc il y a 3 ans maintenant. Quand j'ai fait ma formation bio, on est allé visiter un agriculteur en Côte d'Or et qui pratiquait donc ceci depuis 8 ans. Voilà, donc il fait pâturer l'ensemble de son exploitation. Et c'est là qu'est née l'idée de reproduire ça chez moi. Donc je ne vous cache pas que l'hiver passé, quand les moutons sont arrivés dans les céréales, mes collègues m'ont pris pour fou. Ils me l'ont même dit ouvertement. Mais peut-être que le voisinage était content, ils ont vu des moutons. Mais par contre, voilà, ça créait un bel attrait. Les gens venaient visiter les moutons, voir les patous en même temps, qui donnaient de la voix, bien sûr, quoi. Ah oui. Et ça a été une belle attraction au village de venir voir les moutons, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu, il n'y en a peut-être jamais eu, des moutons dans la plaine de Choseau, quoi. Et donc Didier, quand même, puisque l'heure avance, il faut quand même que tu nous parles d'une spécificité du bio. Tu as parlé de l'équipement. C'est-à-dire que là, on a compris, il y a les cultures, il y a l'allongement des rotations, pour gérer les adventices notamment, on alterne les cultures, il y a la question de l'azote, donc on va se servir de l'azote organique, des capacités des légumineuses pour aller chercher l'azote atmosphérique. Mais tu as aussi mobilisé tout un tas d'autres leviers avec les outils, avec les machines, et tu as même investi dans de l'équipement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, c'était quoi les enjeux et qu'est-ce que tu as fait ? Donc, effectivement, voilà, on a parlé donc, des rotations, ça c'est acté. Après, une fois que notre culture est en place, on va faire du désherbage mécanique, c'est-à-dire remplacer nos fameux produits par un désherbage mécanique qui va venir compléter l'action qui a été faite déjà par les rotations, mais ça ne suffira pas forcément. Et moi, ma crainte, c'était justement d'avoir... Moi, je voulais bien passer en bio, mais ne pas avoir des parcelles bio pleines d'herbes.
Je suis sans doute un petit peu maniaque, on s'amuse à me le dire de temps en temps. Donc, quand tu parles d'herbes, on est d'accord, pour les gens, ça veut dire des mauvaises herbes. Des mauvaises herbes, des adventices, on va parler d'adventices, quoi. Voilà. Ce qui est le mot théorique. Voilà, chaque chose a un mot. En gros, toutes les plantes qui ne sont pas souhaitables dans la parcelle et qui concurrencent ta culture. Voilà, c'est ça. Donc je souhaitais avoir des parcelles qui soient quand même le plus propres possible, même si elles le seront forcément moins qu'avant. Et mon risque, ma crainte, c'était que mes parcelles deviennent vraiment trop sales pour ne plus pouvoir cultiver. Donc je me suis équipé d'outils, somme toute, classiques en agriculture biologique, où on retrouve la RC trille et la bineuse. Qui sont donc la RC trille, un outil qui vient griffer le sol. Voilà, qui vient étrier, comme le dit son nom. Donc c'est des petites dents qui viennent griffer le sol et arracher les plantes non désirables et essayer de laisser les cultures, la culture qu'on veut conserver. Alors c'est un juste milieu à trouver entre ce qu'on arrache et ce qu'on n'arrache pas. Parce qu'on va forcément arracher quelques pieds de blé, mais il faut être suffisamment agressif pour arracher suffisamment de mauvaises herbes, quoi. Voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Une date d'utilisation, etc., quoi. Ouais. Mais en gros, on mise sur le fait que la culture principale soit plus enracinée que les adventices. On passe, ça déracine les choses un peu moins enracinées. Et au plus le stade de la culture avance, au plus on peut y aller fort, au plus on peut passer vite. Voilà, c'est bien ça. On résume un peu la Voilà, c'est ça le principe de la RC trille. Il faut passer au bon moment. Il faut passer au bon moment, exactement. Et voilà, puis après décaler les dates de semis, etc., pour que l'herbe ne pousse pas avant la céréale, etc., quoi. Mais la RC trille, il faut imaginer un outil qui passe partout. Oui, tout à fait, qui passe en plein sur toute la culture, quoi, voilà. Et inversement, donc on a la bineuse qui, elle, va faire un travail sur l'interrang, donc entre les rangs de la culture, donc qui est beaucoup utilisé sur les plantes sarclées, qu'on appelait autrefois, donc tel le maïs, voilà, qui pousse en ligne, et on va travailler entre les rangs de maïs. Voilà. Donc là, c'est des pas de doigts, etc., qui viennent gratter le sol un petit peu plus profond, de manière plus agressive que la RC trille, pour scalper en fait ces adventices. Voilà. Donc c'est les deux machines. Tu arrives à t'en servir, parce que pour le maïs, donc c'est des grands interrants et c'est assez classique. Ouais. Mais ça, tu arrives aussi à t'en servir en céréales. Ouais. Avec même des interrants qui sont plus petits. Tu vas te servir de ce matériel-là. Voilà, j'ai souhaité également, alors ce qui est un peu plus rare à utiliser dans les céréales, c'est surtout utilisé dans les cultures de printemps, beaucoup moins fréquemment dans les cultures d'automne, donc les céréales, blé, orge. Voilà. Moi, j'ai souhaité éventuellement m'en servir, puisque comme je disais tout à l'heure, ma crainte était de voir mes parcelles venir s'enherber et ne plus pouvoir gérer l'herbe. Donc j'ai souhaité rajouter une corde à mon arc. Et j'ai vu des agriculteurs qui binaient leurs céréales. Et je souhaitais aller dans ce but-là, me dire, tant qu'à avoir une bineuse qui va servir pour mes maïs, j'aimerais bien pouvoir m'en servir pour le blé. Bon, la réflexion était aussi que je souhaitais modifier mon équipement de semoir de céréales. J'étais en 3 mètres à l'époque, il fallait que j'intensifie un petit peu le chantier. Et au-delà de ça, c'était surtout changer ma technique de semis. Et j'étais ce qu'on appelle en semis combiné, c'est-à-dire qu'on combine le travail du sol et le semis. Donc j'étais déjà souvent sur des travails du sol soit simplifiés, soit en labour. Ensuite, une reprise avec une herse et ensuite semis avec un vibro combiné avec un semoir. Voilà, pour ceux qui connaissent le plus ces outils-là. Les autres, voilà, cherchons. Et donc, j'ai souhaité supprimer le combiné du vibro avec le semoir pour faire plus qu'un semoir en solo, un semis en solo, c'est-à-dire passer le tracteur et faire que semer. C'était un intérêt pour moi, donc j'ai appris pendant mes formations. En agriculture bio, on fait souvent ce qu'on appelle des faux semis. C'est-à-dire qu'on va travailler le sol comme si on avait semé, donc en surface, pour faire germer les graines et revenir tout de suite derrière pour éliminer ces plantes avant de semer, quoi. Donc là, tu parles bien des graines d'adventices qui sont dans la parcelle. Excusez-moi. Ouais. Bien évidemment. Voilà, comme tu les fais germer et après tu les détruis. Voilà, et ensuite on les détruit et c'est autant d'herbe qui ne repoussera pas dans notre culture, quoi. Et le but de ce faux semis, c'est de travailler de moins en moins profond pour venir travailler un faux semis idéal 2-3 cm, quoi. Voilà. Et quand on revient ensuite pour semer en semis combiné, on veut effacer les traces de roue, on va gratter facilement entre 5 et 10 cm. Quoi. Et en fait, on perd tout l'intérêt de notre faux semis qu'on a fait sur les 3 premiers centimètres, parce qu'on va ressortir des graines d'adventices qui sont
au-dessous et qu'on va revenir, parce qu'on a gratté jusqu'à presque 10 cm, et on va remonter des graines. Donc le faux semis, à ce moment-là, plus d'intérêt. Donc j'ai dit, on va travailler différemment, travailler avec un vibro au préalable, faire des faux semis, soit au vibro, soit avec les RC-tri aussi. Ma fameuse RC-tri qui permet de désherber, permet aussi de gratter en surface. Et ensuite, donc, ne plus gratter le sol pour semer, donc juste poser les graines. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix, donc, avec tous ces intérêts-là, de m'équiper d'un semoir donc, solo, qui fait que semer, donc en largeur plus importante, on est à 5,30 m, et qui va semer en espacement large, puisqu'il sème à 26,67 de large. Voilà, 26 cm. C'est précis. Voilà, c'est très précis. Donc c'est très théorique, beaucoup trop théorique pour de l'agriculture et du paysan. Mais c'est tout simplement 80 cm qui est l'espacement de mon semoir à maïs, qui est divisé en 3. Et donc 80 divisé par 3, on arrive à 26,67. Voilà. Donc ce qui permet que ma bineuse va servir sans dérégler pour les maïs. Et ensuite, dans mes céréales, j'enlève 2 pas de doigts intermédiaires sur les 5 de l'interrang maïs et qui vont permettre de laisser passer mes 2 rangs de céréales au milieu. Voilà. Amoureux du machinisme, régalez-vous. Il y a plein de choses à faire. Ceux qui n'ont pas compris, faites pause, revenez en arrière, faites un dessin. Vous comprendrez. Voilà. Oui, j'ai fait beaucoup de dessins moi aussi avant de m'équiper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux plus te permettre, on comprend ça, de réfléchir culture par culture. Il faut que ton matériel qui est sur la ferme et puisse servir ton système, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il existe des bineuses spécifiques pour les céréales. Ça existe. Voilà, moi, c'était rajouter une corde à mon arc, c'était me dire, j'ai cette machine qui sera présente, comment essayer de m'en servir au mieux sans réinvestir encore dans un matériel supplémentaire, parce que ça fait vite des investissements qui deviennent relativement lourds et il faut les raisonner quand même intelligemment. Intelligemment, voilà, merci, je cherchais le mot. On se rapproche tout doucement de la fin de l'épisode. Avant ça, dernière partie, parce qu'on a parlé des adventices. Quand on parle, là tu as évoqué justement ce qu'on peut parler de stock semencier dans le sol, c'est-à-dire que en fait, les adventices, quand elles font des fleurs, après elles font des graines, les graines vont dans le sol et ça reste. Et il y a une dormance de la graine, et avec le temps, cette dormance lève, si elle est à la bonne hauteur du sol, tout ça, et ça germe. Mais il y a aussi d'autres adventices qui ne font pas des graines tous les ans, mais qui aussi ont une reproduction végétative, qui sont les adventices vivaces, qui sont aussi un problème en agriculture biologique, qui est bien connu. Comment on se débarrasse de ça ? Est-ce qu'il faut y aller à la main quand on a des chardons ? Ça pique. donc, globalement, les adventices vivaces les plus connus, c'est quoi ? C'est le chardon, Folle avoine. On a le rumex, oui. Pas oublié par chez nous quand même le sorgho d'Alep. D'accord, donc une graminée. Ouais, qui est très compliqué quand même. Voilà. Bon, après, on aura l'ambroisie, mais pas considérée forcément vivace, je ne crois pas. Non. Mais, voilà. Non. Alors, surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout neuf en bio, donc pour l'instant, je n'ai aucune prétention à maîtriser le bio, bien au contraire, parce que c'est tout neuf. Non, mais donc, ça peut faire partie des craintes, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Voilà, moi, le bio, les vivaces, je ne veux pas m'en mêler, quoi. » Oui, tout à fait. Donc, moi, les choix que j'ai faits, c'est d'alterner labour et non-labour. Voilà. Donc, je ne suis pas un adepte du toujours non-labour, mais je pense qu'on aurait intérêt à faire des labours alternatifs. C'est-à-dire labourer tous les 2 ans ou 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, je précise, là, tu dis ça parce que le labour reste pour toi, c'est un outil pour gérer ces vivaces. Hein, ouais. Pour moi, oui, le labour permet pas de repartir à zéro, mais de repartir avec un sol nouveau plutôt qu'avoir toutes ces graines qui sont en surface, ces racines qui sont en surface, et pouvoir redémarrer plus facilement. Alors ça ne nettoie pas tout, mais il faut savoir qu'on a une grosse partie des graines qui sont détruites au-delà de 12 mois dans le sol, en profondeur. Alors, ce n'est pas le vrai pour la folle avoine, ce n'est pas vrai pour pas mal de graines, mais on a tout de même pas mal de graines qui sont détruites au bout de 12 mois. Et donc, quand on fait un labour tous les ans, en fait, on va relabourer facilement 8 mois après, quoi. Et donc, nos graines n'ont pas été détruites. Donc, en faisant un labour que tous les 2 ans, voire 3 ans, on aurait cet intérêt-là de laisser des graines au fond et de ne pas les remonter à nouveau et de ne pas les refaire germer tout de suite, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le labour, à la différence des autres désherbages mécaniques dont on a parlé, c'est que là, il y a une inversion du sol.
C'est-à-dire qu'on met le sol, la tête en bas, les pieds en haut. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Enfin, une inversion, quoi, tout simplement. En fait, c'était dans le nom. Ça, c'est une parole d'ingénieur agronome. Ah, mais il a fait des études. Ouais, attention, la tête en haut. C'est bien. La tête en bas, les pieds en haut. Oui, mais c'est un petit peu ça quand même, quoi. Ouais. Mais voilà, ça a quand même un intérêt agronomique. Il y a des centaines d'années qu'on laboure. Je pense que ça peut être encore un petit peu son intérêt. On fera un épisode un jour. Oui, on fera un épisode sur le labour, non-labour, qui fait beaucoup de débats. un grand débat. Oui, parce que j'ai été interpellé plusieurs fois par des personnes non agriculteurs. C'est-à-dire, alors tu passes en bio, donc tu ne vas plus labourer. Je dis, non, ça serait plutôt le contraire. Il y a vraiment un mélange des choses. Oui. Les gens pensent qu'entre conservation des sols et bio, on mélange un petit peu Mais tout. je pense que ça et mérite ça mériterait une émission. ou 5 même. Ou 5 ou 6. Ouais, sans doute. Donc voilà, un premier intérêt agronomique éventuellement, un premier levier, pardon, je voulais dire. Et ensuite, c'était justement le binage qui permet de réduire quand même nos inventaires. Cette année, j'avais quelques chardons dans de l'orge. J'ai biné l'orge, ce qui a permis de scalper donc, ces chardons. Et ça les a pas tués, hein, ils sont repartis parce que je les avais juste coupés, donc ça repousse de ses racines, quoi. Mais les contrôler un peu. Ça a permis de les contrôler. Et quand on a moissonné, les chardons étaient présents, mais au-dessous de l'orge, et ils sont pas montés à graines. Voilà. Donc après, il y a aussi d'autres techniques qui permettent d'éviter la montée à graines, qui est l'essaimage. Donc pour l'instant, je suis pas équipé encore d'essimeuses. J'en ai encore pas eu besoin, on va dire, pour la première année. Mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes, où on va couper la tête des adventices au-dessus de la culture pour éviter que ces adventices montent à graines. Donc c'est pas merveilleux, parce que toutes celles qui vont grainer au-dessous, elles seront toujours là. Mais ça va au moins limiter déjà toutes celles qui sont au-dessus, quoi. Voilà. Donc une stratégie pour gérer les vivaces. En tout cas, un début. Un début. Une fois qu'on a récolté le blé, est-ce qu'on le vend en grains? Est-ce qu'on le vend en farine? Est-ce qu'on le vend en pain? Je sais que c'est une question qui t'intéresse particulièrement, vu que tu as prévu de faire un... Enfin, tu as déjà installé d'ailleurs un moulin? J'ai installé un moulin, oui, depuis peu. Voilà, la réflexion chez moi, donc c'était, quand je suis passé en bio, c'était de conserver l'exploitation comme elle est, sauf en bio, mais la commercialisation toujours par la coopérative. Je n'avais pas prévu du tout de changer là-dessus, parce que j'étais tout seul sur mon exploitation. Et par contre, ça fait germer une petite vocation à mon amie, donc Karine, qui souhaitait faire une reconversion professionnelle. Et en discutant, je lui ai dit, tiens, je possède moi maintenant du blé qui va être bio, donc un beau produit, peut-être qu'on pourrait regarder à transformer ce produit-là. Donc l'idée est née comme ça, et de se dire, plutôt que de vendre du blé, on pourrait peut-être vendre de la farine bio, quoi. Voilà. Donc on a réfléchi à tout ça, on est allé visiter pas mal d'agriculteurs meuniers, voilà, on les appelle comme ça, pour voir, et on s'est dit, oui, c'est chouette, on va se lancer là-dedans. Et lors de nos pérégrinations, on a également eu l'occasion de rencontrer, d'ailleurs, je remercie si ces gens écoutent, tous ces gens qui nous ont reçus. Parce que, petite parenthèse, excusez-moi, mais on a été vraiment très très bien reçus par tous ces paysans bio ou pas bio. Et ces paysans meuniers qui nous ont apporté tous leurs conseils, leur savoir-faire, vraiment, ils ont été très très ouverts, et je tiens vraiment à ce micro pour les remercier. On n'a pas souvent l'occasion. Le message est passé. Voilà. Et donc, on a rencontré un paysan meunier qui était également un paysan meunier boulanger. Voilà, donc on a discuté avec cette dame, avec Odile pour la citer, et qui a dit à mon ami, écoute, si la boulangerie t'intéresse, viens un jour faire du pain et tu verras comment ça se passe, quoi. Donc, elle est allée un jour faire du pain. Et elle est revenue en me disant, faire du pain, c'est formidable. C'est exceptionnel, voir pousser cette pâte, transformer ce blé en quelque chose qui monte, qui cuit, c'est exceptionnel. Donc, on va faire du pain. Puis, vaille que vaille, faisons du pain. Et c'est vraiment un aboutissement, je dirais aujourd'hui. Donc, le projet n'est pas abouti, il est en cours. Mais c'est un aboutissement de mon exploitation de voir le blé que je sème se transformer en pain. C'est juste merveilleux. Donc là, on a aussi quelques photos sur notre site, puisque Karine est en formation à l'EIDB, l'École internationale de boulangerie, et pour faire du pain au levain. Et donc, elle a eu l'occasion de faire déjà du pain avec notre farine, et
ça en fait plein d'émotions. Ça en fait presque des frissons voilà. Quand je dis ouais, c'est fantastique, mon blé devient du pain, on va le consommer directement, c'est juste merveilleux quoi. Voilà. Un super beau projet. Ouais. Donc c'est encore pas tout à fait d'actualité, donc le moulin est en place et Karine on va s'installer au 1er janvier avec moi, on va se transformer en GAEC et la boulangerie devrait ouvrir au mois d'avril-mai 2022 quoi. Suivez tout ça sur le site, du coup on pourra retrouver les informations, j'imagine qu'il sera mis à jour. Ouais, graindefarine.fr. Non, Graindefarine, tout attaché sur Facebook et Instagram. On mettra les liens dans la description, Très on n'y moderne. manquera pas. On arrive à la fin de cet épisode. En conclusion, si tu avais des moyens illimités pour un projet encore aussi fou que le pain ou un autre, qu'est-ce que tu aimerais faire idéalement sur ton exploitation? Un autre projet, alors celui-là, je ne l'ai pas. Moi, il y a un projet qui me tient à cœur, j'ai envie de dire. Alors, il n'est pas économique, il est sociétal, j'ai envie de dire. Alors, c'est peut-être un peu pompeux. Mais ça vient un petit peu avec la vente directe. Nous, le but, c'est de vendre cette farine et ce pain à la ferme, de faire venir les gens à la ferme et leur expliquer ce que l'on fait. Voilà, l'année passée, on a déjà mis quelques panneaux sur le bord de nos champs pour dire, voilà, Grain de Farine cultive ici du blé. Pour leur expliquer un petit peu ce qu'on fait. Et le but, ce serait de les faire venir à la ferme, leur expliquer, alors pour valoriser notre produit, mais aussi pour leur expliquer que tous ces terrains agricoles qu'on a l'impression qu'ils ne servent à rien quand on se promène en voiture, hein, c'est des terrains qui ne sont encore pas construits, comme disent les urbanistes, bien malheureusement. C'est terrible d'entendre ça quand on est paysan, quoi. Moi, je veux dire à tout le monde, à tous nos concitoyens, que ces terrains-là, c'est nos assiettes. Et quand on jette qui un mégot, qui un paquet de cigarettes, qui une bouteille, qui un papier de croissant par la fenêtre de notre voiture, on le jette dans notre assiette. Et ça, c'est désespérant pour nous, paysans, de retrouver tous les déchets qu'on trouve dans notre parcelle, quoi, et de leur expliquer que quand ils jettent ça, ils le jettent dans leur nourriture. Parce que de toute façon, tout ce qu'on mange, un paysan l'a fait. Donc tu fais un peu de sensibilisation là-dessus en invitant les gens. Voilà, je voudrais sensibiliser les gens, les rapprocher de la terre, quoi, hein, les remettre, j'ai envie de dire les pieds dans la terre en quelque sorte, les recontacter à notre terre, à notre sol, à nos terrains agricoles et faire prendre conscience que voilà, tous ces terrains-là, c'est ce qui nous nourrit et c'est notre richesse à tous, à nous paysans, parce que c'est notre métier, mais aussi à tout concitoyen, parce que c'est ce qui nous nourrit, quoi. Et ça serait peut-être ce projet-là que j'aimerais porter. Je ne sais pas si j'aurai le temps avant ma retraite. Mais en tous les cas, on va l'initier. Et c'est vrai que quand on discute, on voit plein de gens qui sont sensibles à ça, quoi, à revenir aux sources, revenir à la terre. Et c'est joli, quoi. Ouais. Eh bien, un beau message. Si vous êtes dans le coin et qu'il y a ces petites visites qui sont pas loin et que vous voyez les panneaux, n'hésitez pas à venir en discuter avec Didier, en tout cas. Et puis, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir Merci accueillis. Didier. Merci à vous. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. Merci également à Lizara de rendre ce podcast possible. Le rythme de sortie d'un épisode tous les premiers mardis du mois reprend. Pour n'en manquer aucun, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et en attendant le prochain, on vous souhaite encore une belle année 2022.